oui, en fait, parce que dans le fond, je compose beaucoup pour Balactan. Quasiment 75-80% des chansons originales de Balactan, souvent c'est moi qui les amène. Et puis, ça bouille tout le temps. J'ai le cerveau qui bouille tout le temps. Pour la musique, au moins. Les paroles, c'est tout le temps un peu plus difficile, ça prend plus de temps. Mais la musique, je rentre dans la douche le matin, puis je sors avec une chanson des fois. Donc, puis c'est jamais comme évident que ça va être une chanson de Balactan parce que j'écoute tellement plein de genres différents. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Puis je m'arrête pas en me disant ah c'est pas une chanson pour Balactan. Non, je vais quand même au bout de mes idées. Et puis ben c'est ça, tu sais, j'avais avec le temps, j'avais plusieurs maquettes de chansons qui collaient pas trop à l'univers de Balactan, à l'identité musicale. J'aurais pu les trafiquer, mais ça aurait été un peu louche. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a quelques années, pourquoi pas essayer de rapatrier ça, de travailler, puis prendre l'occasion aussi de travailler avec d'autres personnes ici dans le monde musical à Québec. J'ai beaucoup d'amis qui sont musiciens, comme de raison, puis j'adore ma famille de Balactan, mais des fois, ça me tente aussi d'avoir du plaisir avec d'autres mondes. Donc c'est une occasion pour moi de travailler avec des amis que j'avais depuis des années puis qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc c'est un peu comme ça que l'idée est née de sortir des trucs solo. Et puis c'est ça permet d'aller voir d'autres horizons musicaux aussi là, du coup. Je travaille seul beaucoup dans la vie et après, tu sais, dans le fond, quand la pandémie a frappé surtout, ben là, ça me tentait vraiment d'avoir du monde autour. Donc, oui, ben c'est ça, j'ai travaillé, c'est tous des amis, tu sais, j'avais des maquettes, puis je commençais à faire ma liste de personnes avec qui je voulais vraiment travailler. Puis là, je me disais, bon, telle chanson, telle personne, Pierre Fortin, cette chanson-là, ça irait super bien avec lui. Simon, la même chose. Fred, la même chose. Et dans le fond, j'ai pris les maquettes et je les ai envoyées à ces gars-là en disant, je monte un projet, je veux faire un mini-album avec plusieurs personnes différentes, plusieurs univers, puis j'ai pensé à toi pour cette chanson-là. Écoute, si t'as envie, si t'as le goût, si ça te parle, reviens-moi. Puis je laissais ça comme ça, puis finalement ils sont tous revenus, ils voulaient travailler, donc j'avais visé juste. Puis, comme tu dis, j'ai travaillé aussi avec d'autres personnes pour les paroles, justement, pour travailler les textes, là, donner des identités un peu différentes aux chansons aussi de cette façon-là. Donc j'ai travaillé comme parolier avec Pierre Végoulet ici à Québec, qui est un super auteur-compositeur que j'adore sa plume. Donc, il y avait une chanson que ça donnait son univers, puis sa façon de tourner les mots, j'adorais ça, puis je trouvais que ça allait bien aller pour cette chanson-là. C'est Le vent va virer de bord, dans le fond. Donc, j'ai fait ça avec lui. 3000 tours, Pierre Fortin, dans le fond, j'avais aucun texte pour la chanson. On savait c'était quoi le sujet qu'on voulait avoir, vu la musique, vu l'air que ça allait avoir, la mélodie. Puis on s'est dit, ouais, il faut... comme au Québec, on dit une toune de char, faut une toune de char. Fait qu'on s'est assis, on a composé les paroles à deux. Et puis aussi, Si le bonheur, dans le fond, la première chanson du EP, je travaillais avec Lydia Stanka, qui est une de mes amies suisses, que j'ai rencontrée au festival, puis là-bas à l'heure du Québec. Me dis pas qui tu es. La seule chose qui manquait, je te dirais, là-dessus, c'était une tune reggae parce que j'adore le reggae, le ska des années 60, la Jamaïque, que je fais plein de covers sur ma chaîne YouTube, j'en ai plein. Mais c'est le seul univers que j'ai pas touché, là, que j'adore vraiment et que j'aurais pu, mais j'ai décidé de pas pousser ma loque. 3 en dedans. Ben, j'étais un maniaque de musique, il y a toujours de la musique qui joue chez moi. Écoute, les influences majeures, my God, tu sais, le côté plus trad, bon, les Pogues, quand comme
façonné la route pour Balactan, là, dans le fond, mais avec les soldats Louis, pour le côté français. Matmata, le premier album, j'avais adoré, ça a un peu façonné le côté de ma personnalité qui est parti puis qui a été bâtir Balactan avec les autres gars. Sinon, ben, comme je te disais, j'adore tout la musique soleil, donc tout ce qui vient là, un peu, qui sonne tout croche, là, le vieux stock des années 60 là, en Jamaïque, Trojan Record, puis ben ça, en tout cas, tout ce qui sortait de là, Island, my God, le Studio One à Kingston, j'adore cette sonorité-là, vieillot, des groupes plus récents qui ont adopté ça. Un de mes bands préférés, j'ai vu 1 million de fois en spectacle, les Slackers de New York, qui vraiment été chercher cette sonorité-là et l'ont mis dans un contexte actuel. J'adore ça. Mon Dieu, Alan Doyle avec Great Big Sea et sa carrière solo, ça a été des grosses influences pour moi. J'ai été élevé sur Simon & Garfunkel et Cat Stevens, le Greatest Hits. Donc les deux Greatest Hits de Cat Stevens et Simon & Garfunkel, ça fait partie de mon ADN. Donc les mélodies vocales, les mélodies vocales, là, Simon & Garfunkel, là, c'est les harmonies, ça m'a toujours parlé. J'ai toujours aimé ça. Ça a façonné, veux pas, une partie de moi. La folie que Cat Stevens se permettait des fois. Another Saturday Night. Ça, c'est comme quand elle allait chercher la musique côté soleil, là. Ça, c'est une chanson qui m'a toujours fait capoter. Et j'étais surpris quand je me suis rendu compte que c'était une reprise. C'était pas... Dans ma tête, jusqu'à presque 25 ans, j'étais convaincu que c'était une chanson originale, jusqu'à temps que j'étais en train de mettre de l'essence dans mon auto. Et il y avait la radio qui jouait et j'ai entendu la version originale de Sam Cooke. J'étais quoi? Mon monde s'est transformé et du coup j'ai découvert Sam Cooke avec le soul. Oh my God, tu sais, la première cassette que je me suis achetée tout petit, c'était Peace of Mind d'Iron Maiden. Ouais, donc j'avais un côté métal que j'ai toujours écouté. J'étais un fan de Anthrax. Probablement parce que c'était le band métal le plus joyeux. Il déconnait toujours. Il se prenait pas au sérieux. Tous les bands métal étaient comme oh, on se donne un personnage. Eux autres, ils arrivaient avec des Adidas. Là, ça déconnait. Mais j'ai toujours apprécié ce côté sympathique-là. Puis je pense qu'avec Balactan, c'est ça qu'on a essayé de faire aussi, c'est pas se prendre la tête, puis juste être nos personnes connes qu'on est ensemble. T'sais, on déconne dans le véhicule de tournée, on n'arrête pas de dire des conneries, puis c'est un peu de même sur le stage aussi, puis on fait un spectacle, puis on se fait juste du plaisir, là. Toutes les chansons, en quelque part, arrivaient avec un thème du sentiment d'être pris, d'avoir fait le tour un peu, puis de vouloir sortir de cet enclos. Je pense que c'est ça. Il y a un positif dans le sens de c'est long là, puis surtout avec la pandémie, tu sais. Moi, je voyageais beaucoup. En plus, ma copine est aux États-Unis, tu sais, on voyage tout le temps pour se voir. Et là, depuis 1 an, tout est arrêté, tout est compliqué. Écoute, je reste positif quand même, puis je me dis qu'on va s'en sortir, là. On se réchauffe à distance à travers l'écran. Ah ben, c'est clair, tu sais, de passer une jeunesse sur un archipel comme ça, les Miquelons pourront en parler, c'est un bout de nature sauvage en plein milieu de l'océan. Tu sais, le côté insularité aussi fait que c'est peut-être ça un peu qui m'a poussé à avoir le goût du voyage comme ça. C'est de, oh ben ok,
quand t'es pris sur une île puis que tu peux pas rien faire à moins de prendre l'avion ou prendre le bateau, bon, c'est sûr que ça change les façons de voir les choses un peu. Mais écoute, c'est toujours présent. Moi, ma famille au complet est là. Je suis un expatrié dans la ville de Québec, là, dans le fond. Là. Mais je pourrais pas vivre là parce que c'est vraiment compliqué d'exercer le métier de musicien. Là, ça coûte extrêmement cher d'y aller et de revenir. Donc, de Québec, ça me coûte probablement la moitié d'aller à Paris ou d'aller à Orlando, là, plutôt que d'aller aux îles. Donc ouais, ça rend les choses plus compliquées. Mais, tu sais, il y a des histoires, des images qui se ramassent dans Vodactan énormément. Ben, de toute façon, on est 3 membres des îles de la Madeleine, dans le fond. Luc Bourgeois et Marc-Étienne Richard aussi, qui est le petit nouveau violoniste, dans le fond. C'est un gars des îles aussi. Donc, oui, c'est sûr que ça a changé les choses. Je me souviendrai toujours d'un guitariste qui remplaçait avec nous, qui est venu aux îles pour la première fois, avec nous en tournée. On a passé une journée parce que, il faut dire, je fais une parenthèse, les îles de la Madeleine, c'est d'un bout à l'autre, c'est 100 km de route. Mais autour, il y a 300 km de plage. Donc, ça fait quand même assez spécial. Si tu veux ton 5 km de plage personnelle, ben, si tu veux marcher, tu vas l'avoir, il n'y a aucun problème. Donc, on avait passé une journée complète sur la plage à faire un petit feu, la nourriture là-dessus, les enfants, la famille, tout le monde qui était autour. Puis Steve, le guitariste, il regardait ça, puis il fait comme « Wow! Je comprends des choses. Là, je vous comprends. » Parce qu'on n'a pas la même relation avec le temps. Que les personnes autour en ville. Aux îles de la Madeleine, on dit toujours on n'a pas l'heure, on a le temps. Donc on arrive souvent en retard, bref, puis on se trouve des excuses poétiques. Il y a une salle de spectacle, Les Pas Perdus, dans le fond, qui est bien représentée sur de part et d'autre de l'Atlantique. On va toujours là, puis on fait 2 spectacles, là, 2 soirs de suite, là, puis c'est à pleine capacité, puis c'est notre moyen de retourner à la maison facilement. Donc, parce que c'est pas évident d'y aller en vacances. Ça prend du temps aussi pour se rendre. Donc là, si on a l'occasion avec des spectacles, bon, on en profite. Puis moi ou Luc ou Marc-Étienne, on reste tout le temps comme quelques jours de plus avant ou après, là, pour faire, pour profiter de la famille un peu. Et de la nourriture de maman. Il y a juste une pause, tout simplement, parce que, tu sais, on a passé 10 ans aussi à courir partout, à enchaîner les albums, les tournées, les albums, les tournées, les albums, les tournées. Puis cette année, on a été pris de court un peu parce que, bon, tu sais, Vodactan vivait sur les planches, c'était les festivals, vraiment. Et puis, tu sais, le frein a été mis rapidement. Là. Ça s'est arrêté, c'est comme rentrer dans un mur. Et puis, on cherchait un peu. Je pense qu'à un moment donné, on a tous fait comme, bon, ben, hey, c'est ça, respirer! donc, tu sais, bon, c'est quand des enfants ont investi plus de temps sur la famille et tout. Donc, tu sais, on se prend une petite pause, dans le fond, en attendant que ça reparte. Tu sais, de toute façon, faire des spectacles, il y a quelques spectacles qui ont commencé dans des petites salles en distanciation. Pour Vodactan, c'est un peu plate. Pour des spectacles de même, nous, on a besoin d'une foule qui en veut, qui danse, qui chante et tout. Donc, de faire un spectacle avec des gens assis, loin les uns des autres, il n'y a presque aucun intérêt pour nous. C'est pour ça qu'on se casse pas la tête, on n'essaie pas de trouver des solutions pour jouer à tout prix. On fait juste une belle pause, puis on va revenir avec les batteries rechargées. Là. Ça va être parfait. Dans le fond, là, écoute, on a enregistré tous les spectacles je dirais, je pense que le premier, c'était la fête nationale, donc à la fin juin.
Donc, de fin juin à début septembre, en 2019, on avait tout enregistré les spectacles. Et puis, ça faisait longtemps qu'on se disait, bon, ça serait le fun de se faire un album live. Là, on a des pistes, au moins. Puis, mais ça prend du temps, veut pas. Donc, quand la pandémie a frappé, ça a fait... Ben, OK, on peut... là, j'avais le temps tout d'un coup. Donc, c'est de réécouter chaque spectacle, un après l'autre, de noter chaque chanson. OK, celle-là, oui, ça passe. Celle-là, oh, elle était un peu plus moche. Celle-là, on était fatigué. et se faire un top pour arriver finalement avec un listing de, bon, on a tous ces chansons-là. OK, qu'est-ce qu'on fait avec, là, après ça? Bon, chaque chanson, mettons, je prenais les 3 meilleures versions, et là, après ça, les éliminatoires commençaient. Ben, je pense que le plus gros casse-tête, ça a été Raph Malenfant, lui qui a mixé avec nous, parce que le problème était que tous les spectacles en Europe, c'était jamais la même batterie. Parce que on prenait le band gear de chaque festival, donc c'était jamais la même chose. Alors, ça a été là le défi d'égaliser un peu les sons de batterie à la grandeur. Ça a été le plus grand défi. Mais finalement, c'est ça. Puis de se faire un ordre, monter un setlist pour un spectacle, un court spectacle, là, une première partie en festival. C'est un peu comme ça qu'on y allait. On cogne, et puis après ça, c'est terminé. Mais oui, ça a été plaisant. Il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir un peu plus tard, qui sait. Vu qu'on a commencé le processus, on peut le continuer aussi. Et puis, c'est ça, ben ça a été... mettons que le timing était bon. Le timing était bon. On cherchait des affaires spéciales en plus pour le 10e anniversaire. On s'est dit, ça fait longtemps que les fans demandaient un album live. Ben pourquoi pas? On va faire ça. Ça va permettre de souligner un peu le 10e aussi en même temps. Si par nous trouvons, par nous n'importerons. Hey! Cet album-là, wow! Ça a été fait... Je sais pas comment on a réussi à faire ça. Le premier album, dans le fond, il faut savoir que le groupe, je l'ai bâti avec Alain Barrio. On était colocataires ensemble. Donc, on habitait ensemble, on faisait de la musique dans les bars. Et puis, ça faisait longtemps qu'on parlait d'avoir un groupe un peu comme ça. On voulait... Tu sais, on aimait beaucoup Flogging Molly. On trouvait qu'il n'y avait pas l'équivalent présentement, tu sais, côté francophone, à cette époque-là. Il y en a quelques-uns qui sont apparus après, mais tu sais, ça me manquait. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, OK, on essaye. Robert, qui était le bassiste, dans le fond, je l'avais connu parce qu'il avait remplacé dans un de mes anciens bands. Il avait montré sur Facebook dans ses top 10 albums que, bon, il y avait Rum Sodomy and the Lash, des Pokes. Mm-hmm. Là, je dis, on est en train de monter un band un peu inspiré, ça te tente-tu? Puis il appréciait, mais il avait pas le temps. Puis là, mais tu sais, faut dire que ça a pris, je pense, presque 5 ans à enregistrer le premier album. Parce qu'on faisait ça à temps perdu, chacun. Là, on montait parce qu'on est parti à 2. Après ça, on rajoute Robert. Après ça, dans le fond, moi, j'ai été chercher Luc, qui est un de mes amis du secondaire. J'ai commencé à faire de la musique avec lui à 15 ans. Donc, j'avais demandé, il n'y avait pas le temps d'être dans le groupe à temps plein, mais faire de la cornemuse sur une chanson, c'était correct. Fait que c'est comme ça qu'on l'a eu. Il a tout fait les spectacles après, là. C'est juste que pour l'album, il n'était pas officiellement dessus. Donc, c'est moi qui jouais à la flûte partout, etc. Et puis, Alain a été chercher la même affaire, un de ses amis au secondaire, Éric Tanguay, qui ne savait absolument pas jouer de l'accordéon. Ben, c'était le seul instrument qui restait en spectacle de disponible, donc on a dit tu vas apprendre à jouer de l'accordéon. Robert avait été chercher Éric Gouzy, le batteur, qui était la même chose, qui avait joué de la musique toute leur vie ensemble. Donc ça a vraiment été des trios d'amis qu'on a formé une famille comme ça. Et puis, dans le fond, j'étais la seule personne qui avait rencontré personnellement tout le monde. Et j'étais vraiment la seule personne qui connaissait tout le monde. Personne connaissait Jonathan.
Jonathan Moorman, le violoniste, moi, je le voyais à Montréal dans les pubs et je me disais un jour, j'aurais un groupe avec ce violoniste-là parce qu'il est juste trop génial. Puis j'avais été porter des maquettes, puis il a fait comme oui, j'aimerais. C'était un British à Montréal qui était marié avec une Québécoise, donc il avait un accent plutôt hybride, disons-le. et puis ben c'est ça, on a comme enregistré à distance les 6 premières chansons. Et puis c'est juste après ça qu'on a rencontré notre gérant qui a dit moi je veux un album complet. Donc, ça a été, on s'est tous ramassés à Tadoussac, dans un chalet, pour terminer finalement les 6 autres chansons de l'album. J'avais beaucoup de maquettes, là, mais tu sais, on les a vraiment comme travaillées sur place avec toute la gang. Puis c'est la première fois qu'on se rencontrait, là. Puis j'étais le seul qui avait rencontré tout le monde avant ça, là. La moitié de l'album était terminée. C'était quand même... Donc, tu sais, le premier album, ça a été très spécial. Puis... si j'avais comme une chanson, je te dirais qui sortirait du lot. Je pense que ça serait le medley du mal de pied. Ah ouais? Oui, ben le fait d'avoir comme les 2 violons, parce que c'est ça, il y a toujours 2 violons. Jonathan s'était doublé. Il y a quelque chose qui est arrivé de ça, ou Contre vents et marées. Contre vents et marées, j'étais particulièrement fier de cette chanson. On n'a rien trouvé mieux. Wow, on n'a rien trouvé mieux. La première tournée s'est ramassée en Allemagne, en France, c'était en Belgique aussi. Des souvenirs impérissables. Ça a vraiment été. Puis ça a tombé vraiment à un moment que, tu sais, moi je peux juste dire, moi personnellement. Je savais pas où s'en allait ma vie. J'étais dans une crise de la trentaine. Bon, est-ce que j'ai pris les bons choix dans la vie? Et on débarque en tournée. Je fais que... OK, c'est pas si pire, finalement. Plutôt qu'être dans un cubicule à vendre des assurances, là. Non, j'ai du plaisir, là. Yeah! Ça a été un plaisir fou depuis que c'est commencé aussi, là. On est vraiment parti, puis l'Europe, on l'a fait beaucoup. C'est un marché incroyable pour Bad Actan. Il y a comme on s'aime, je pense. on aime l'Europe et l'Europe nous aime. Il y a toujours des bons moments et des amitiés assez incroyables qui sont développées puis qui durent encore. On n'a pas coupé les coins ronds, on a été au maximum de ce qu'on voulait, ce qu'on était capable de faire. Ça a vraiment été... On s'est donné au max pour cet album-là, vraiment. Ça a été des chansons beaucoup écrites sur la route. Puis des collaborations aussi assez incroyables là, avec des gens que, mon Dieu... Tristan Neward, de faire Lambe Andro avec Tristan qui chante, c'est comme wow! Et de l'amener au Québec, faire une tournée spectacle avec nous et de se rendre compte à quel point ben c'est un chic type et vraiment c'était naturel avec Tristan. Je pense qu'il pourrait rentrer comme 8e membre de Bad Actan facilement. On a ri beaucoup. Puis c'est ça, puis c'est de voir quelqu'un que... Moi, j'étais aux îles de la Madeleine et je voyais le vidéo de Lambe Andro et là, je les voyais, eux, au Francophonie, à Musique Plus. J'étais, wow, quel groupe incroyable! Puis je me retrouve à faire des kilomètres dans la même van avec lui. C'était juste super drôle. Danser avec Alan Doyle, encore là, quand je dis c'est un de mes héros musicaux canadiens, tu sais, de se retrouver en studio avec lui, composer une chanson, c'était... J'en suis encore pas revenu, je te dirais. Et puis, Yves Lambert, ce trash tambour-là, Yves Lambert, qui est... Quel grand homme qui a fait, mon Dieu, La bottine souriante. Je sais que ça a tourné quand même beaucoup dans les festivals en France. Ouais. C'est un monument, c'est un pilier de la chanson traditionnelle là, au Québec. De l'avoir, c'était comme incroyable. C'est une consécration, veut pas. Puis, hey, si j'avais...
Écoute, la bouteille est agréable. C'est sûr que c'est un grand moment d'une tune. Je suis fier d'avoir composé. C'est bien elle. Fun, dans le fond, c'est une compagnie de disques de Toronto qui nous avait fait la demande. Qui disait on adore votre album, mais on n'est pas capable de le mettre en marché dans le reste du Canada. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir ces chansons-là en anglais? Puis, on s'est posé la question, on l'a essayé, on l'a fait. Je te dirais qu'il y a certains morceaux que ça fonctionne plus que d'autres. C'est pas tous les chansons que le passage a été facile, mais quand même, c'était quand même assez rigolo. La bonne journée, Hell of a Day, je suis particulièrement fier de comment ça a tourné, cette chanson-là. Et puis, c'était l'occasion aussi de faire nos premières collaborations avec Fiddler's Green. Peut-être prendre une de leurs chansons et de se rajouter sur leurs chansons. C'était quand même un exercice super cool. C'est devenu de très bons amis aussi du côté de l'Allemagne. Et Killing in the Name, c'était une chanson qu'on faisait en spectacle depuis un bout déjà. On l'avait enregistré, puis ça s'est retrouvé là-dessus. On l'avait fait sur un espèce de mini-album de 3-4 chansons, même pas, qui était comme apparu comme teaser avant ça. Puis on s'est dit, on l'installe, là, on l'aime beaucoup la version, donc on la met là-dessus, puis je te dirais qu'encore pratiquement à tous les spectacles, on l'a fait parce qu'on a juste trop de plaisir à faire cette chanson-là. C'était un exutoire, je te dirais, là. On sort tout le négatif, là. Ça sort en énergie. Pourtant, c'est une chanson qui se veut, à la rigueur, foutez-moi tout ça dehors, puis on va mettre ça sur le droit chemin. T'sais, même si c'est hyper négatif, il y a comme un rêve de positivisme dans la chanson, tu sais. Puis on s'est jamais, je te dirais, on s'est jamais posé dans des situations politiques ou à parler de comment qu'on se sent par rapport à divers sujets, parce que en étant 7 personnes, t'as toujours comme 7 opinions différentes. On s'est toujours dit, non, nous, on se tient loin de la politique, là. Ben, c'est comme ça, c'est la seule chanson activiste. Il y en a eu quelques-unes, là, mais c'est pas beaucoup, là, tu sais. T'es même pas venu me dire salut. Je viens d'apprendre. Mais oui, c'était. Dans le fond, c'est toutes des chansons qu'on avait jouées à ce moment-là, qu'on avait jouées en spectacle déjà. Puis, tu sais, à tous les fins de spectacle, on allait à la table de merch, puis on rencontrait les gens, puis on prenait des photos, etc. Si le monde voulait ça, voulait jaser un peu, échanger. Et puis ça revenait toujours. Oh, telle chanson, telle reprise que vous avez faite dans le spectacle, c'est disponible où? C'est pas disponible. C'est en spectacle, on se fait du plaisir. Oui. Là, donc, c'est ça. À un moment donné, on s'est dit, on avait un petit lousse. On avait une pause, donc on s'est dit, pourquoi pas, on va enregistrer ça maison. Toutes les reprises qu'on a faites depuis le début de l'histoire du groupe. Et puis ça s'est ramassé là-dessus. C'est toutes des affaires que... du gros fun. Et puis, si j'avais à en sortir une là-dessus, je pense I Fought the Law, la première. Je suis super content de la façon qu'elle est ressortie. South Australia aussi. The Ace of Spades, j'adorais faire cette chanson-là. Du Motorhead, là, c'était plaisant à faire aussi. C'est un des points communs de Bodactan. On a pas mal tous aimé ces groupes-là plus jeunes. Et on les aime encore. On aurait dû nous avertir qu'on aurait la piqûre d'hésiter les vieux pis. C'est rendu une habitude. On sortait de grosses tournées sans arrêt. Même si on avait voulu écrire à propos d'autres choses, c'est tout ce qu'on avait, c'était des histoires de voyage, parce qu'on avait vraiment passé ces années-là dans nos valises. Ça a été quand même des grands changements. On s'est permis plus. On s'est vraiment comme ouvert les portes et à se dire, on s'arrête pas nécessairement à
que le classique Celtic Punk, là. On va comme élargir un peu. C'est pour ça que des affaires comme Samedi soir au fait dodo, qui est vraiment... tu sais, faut comprendre que les îles de la Madeleine, oui, c'est au Québec, mais on est acadien. Donc, on a tout dans le fond, la culture acadienne se retrouve un peu au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Côte-Nord. Dans le fond, les deux membres du groupe qui sont de Havre-Saint-Pierre sont aussi des Acadiens. Dans le fond, Havre-Saint-Pierre, c'est un village qui a été bâti par des gens des îles de la Madeleine qui sont expatriés, qui ont été sur la Côte-Nord. Donc, c'est pour ça que l'accent se ressemble, là. Des fois, je rencontre quelqu'un que je sais pas. Ah, c'est-tu quelqu'un des îles ou quelqu'un du Havre-Saint-Pierre? Parce que ça se ressemble énormément. Et puis, c'est les Cajuns. Les Cajuns, c'est parce que en Louisiane, dans le fond, c'est ça, c'est le même peuple qui a été déporté en 1755 du côté des États-Unis. Donc, les Anglais qui comprenaient Cajun, ça a coupé puis c'est devenu Cajun, tout simplement. Donc, c'est ça. On voulait avoir un trip Cajun. On avait été faire un festival, justement, à Lafayette, où est-ce qu'on était tombé en amour avec la culture là-bas, la résilience des francophones. C'est assez incroyable. Les gens venaient nous voir. « Oh, vous êtes des Acadiens? Oui, moi, ma famille, c'était l'affaire. » Puis, il y a beaucoup aussi de... Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur français avec les générations, mais qui savent qu'il était de souche francophone. Donc, c'était leur fierté de sortir le bout de phrase en français qu'ils savaient. Là. Ils disaient avec fierté, là, ils disaient « il faut que j'apprenne plus de français. » Donc, tu sais, on se permettait de faire sortir d'autres couleurs, je te dirais, avec des chansons comme ça. My God, Grazie Mille, ça parlait justement de tous les amis en Italie, en France, en Suisse. Mon Dieu, s'il y avait... Je pense que, pour moi, mon grand moment, ça serait la dernière. Ça prend par surprise. Ça prend par surprise, ouais. Oui, avec... j'étais super content d'avoir réussi à organiser un arrangement de cuivre à la fin. J'étais un maniaque de Tom Waits. Mm-hmm. Cette chanson-là, à la fin, ça me faisait penser à l'univers un peu cirque, weird de Tom Waits par moment. Il y a une chanson sur Rain Dogs, je me souviens plus du titre. Mais c'est une chanson de funérailles un peu. Et puis... il y avait cette ambiance-là. Là. Tu sais, c'est comme, j'ai le goût de me fermer les yeux puis de me laisser border par cette espèce de berceuse mélancolique là, à la fin. Je sais pas, j'étais vraiment content des arrangements là, à la fin. Là. J'étais pas peu fier. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, justement, le côté... tu sais, Celtic, logiquement passe par l'anglais. Tu sais, parce que t'as le côté breton, là, si on veut, en français. Mm-hmm. Mais, tu sais, en grosse majorité, c'est anglophone. Puis on aime ça, là. On est fiers de chanter en français. Mais on a le goût aussi d'essayer d'autres choses. Et puis, on était rendu là. Tu sais, on jouait souvent aux États-Unis, puis tout. Puis, moi, j'ai été chercher des influences que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça me tentait de sonner comme ça aussi. Là. C'est surtout que l'anglais permet ça aussi. Mm-hmm. Parce que je peux bien essayer d'être fâché, mais en français, je serais pas capable de faire sonner ça mean. Tu sais, comme ça. Je vois là. ce que tu veux dire. Tu sais, c'est une langue qui a moins d'impact. Bon, il y a bien Mass Hysteria, là, mais on n'est pas capable d'avoir cette verve-là. Là, c'est pas dans notre ADN. On est un peu plus bras dessous en français. Et ça permettait de se défouler un peu plus avec l'anglais. Justement, The Bridge, on en parlait. The Bridge, c'est pour celui-ci. Ah ouais, ça c'est une grande chanson. Merci Luc d'avoir arrivé avec des trucs comme ça.
t'sais, Weekend of Fail aussi, c'est quand même très lourd. My God. Moi, on se permettait des choses, là, tu sais, quand même plus classiques, là, Celtic Punk, là, Heave Away, Nothing But a Game, ça c'est plus dans le Ride Out the Storm aussi, que plus chansons celtiques, là, pas standard, là, mais classique, là, dans la vibe. Mais tu sais, il y a des moments aussi qui sont plus relax, plus tranquille. Chasing the Wind. Moi, je te dirais que là-dessus, oui, j'aime beaucoup les chansons plus lourdes, là, mais je suis obligé de dire que pour moi, Black Velvet Band, c'est un moment très, très, très spécial parce que c'était la chanson que mon père chantait tout le temps. Mon père avait un album d'un groupe qui s'appelle les Irish Rovers, qui était des Irlandais qui s'étaient relocalisés du côté de Vancouver, qui avaient des émissions à la CBC, dans le fond la télé nationale anglophone, qu'on avait aux îles. Donc il l'avait connu par ça. Et puis c'était vraiment sa chanson préférée. Puis c'est lui qui m'a donné le goût à la musique dans le fond, parce que il m'a fait baigner là-dedans tout jeune. Et écoute, quand il est décédé, c'est la chanson que j'ai chantée à ses funérailles. D'accord. Dans le fond, puis tout le monde savait c'était la chanson à Jean-Paul. Ça a toujours été ça. Personne ne savait c'était quoi le nom de la chanson. C'était juste la chanson à Jean-Paul parce qu'à chaque fois qu'il y avait un party, quelque chose, il avait une guitare, c'était sûr qu'il allait chanter cette chanson-là. Et puis, tu sais, de l'enregistrer, d'en faire une version à notre sauce, mais en utilisant sa 12 cordes, sa vieille Norman 12 cordes que j'ai en héritage, de le mettre ça sur le studio, et après ça, d'avoir Paddy Maloney des Chieftains. C'est comme, c'était un rêve en plus, tu sais, puis qui fait, parce que, bon, c'est une chanson traditionnelle, mais toute l'envolée musicale du milieu, c'est moi qui ai composé ça. Et d'avoir Paddy qui joue sur ce que j'ai composé, c'était comme... Wow. Donc, tu sais, c'est comme... c'est plein d'accomplissements. C'est d'avoir la guitare à mon père là-dessus aussi. C'était comme... C'est pour ça que c'est une grande chanson. Puis c'est rare qu'on la joue en spectacle, mais on la joue en spectacle aux îles parce que toute ma famille sont là. Les oncles, les tantes. Et c'est tout le temps un moment un peu... un peu lourd de sens, disons. Oui. Un moment de communion, oui, j'aime ça. C'est un album, écoute, et il y a des affaires qu'on a faites là-dessus que ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse, dont Le jardinier du couvent. Une chanson de 1755. Ben, c'est une vieille chanson traditionnelle, mais que la version qu'on fait, c'est 1755, qui se trouve être un groupe du Nouveau-Brunswick, ben, qui fait partie de l'ADN des gens des îles de la Madeleine. C'est comme... C'était... D'autres, on dit tout le temps, c'était les Beatles de l'Acadie. Donc, d'accord. Donc, c'était un grand groupe. Et il fallait qu'on enregistre une de leurs chansons à un moment donné. Et Le Jardinier du Couvent, c'est vraiment ma chanson préférée de tout leur catalogue. Donc j'étais super content de faire ça. Oui, c'est ça, ça brasse moins. On est revenu un peu plus à... On voulait revenir un peu avec l'ambiance du premier album, je te dirais. Mm-hmm. Côté balance des morceaux qui brassent, des morceaux plus tranquilles. Et puis, ça a quand même été... l'album, on l'a mixé sur la route. D'accord. Mais littéralement sur la route. Donc, on avait nos écouteurs dans le camion, moi et Raphaël. Puis là, on disait, change ça, ok, là, puis on mixait, puis là, on arrivait. Puis le soir, quand on était à l'hôtel, là, dans le silence, on validait ce qu'on avait fait dans la journée. Ben, ça a vraiment été, là, on avait une contrainte de temps. On l'a fait comme ça, c'est à peu près les pires conditions pour mixer un album. Mais finalement, je suis super fier de comment ça a sorti, là. C'est surprenant, là. Puis même, ça, Capitaine de scène, on a enregistré des chœurs sur la route avec un SM7.
dans le camion. Mario! En quelque part, on était, je pense, en quelque part en direction du lion, je pense. On fait pas les choses à la normale, je te dirais. Mais on s'organise pour que ça fonctionne. Puis là-dessus, écoute, je te dirais mon moment préféré, le plus fier, je dirais c'est tant qu'il restera durant. Quand on l'avait fait, ce qui s'appelait la finale, finalement, et que pendant des années, on a fini nos spectacles avec ça, les gens disent c'est super bon, mais c'est trop court. Il faut une chanson, il faut une vraie chanson, là, c'est juste comme un teaser. Puis ça faisait longtemps, mais longtemps que ça me trottait. Finalement, j'avais comme un petit doute, puis je me suis assis, puis je me suis dit, bon, là, c'est le temps. Je rapatrie toutes les bribes d'idées que j'ai eues au travers les années par rapport à cette chanson-là, puis je m'assois, puis je fais quelque chose. Puis, ouais, on y a donné un traitement royal, là. On y a été à fond la caisse dessus. La passe de batterie que Eric Gouzy fait, c'était comme... c'était grandiose. Tu sais, je voulais pas faire de quoi de petit et de mince. Je voulais que ça soit comme plus haut encore. Puis je suis super content parce que, tu sais, quand j'ai montré à plusieurs personnes qui aimaient le groupe depuis des années, puis je regardais vraiment leur visage quand cette chanson-là jouait. Puis j'ai trippé parce que tout le monde était comme oh! Puis il avait l'impression de redécouvrir une chanson. Fait que je suis content. C'est l'effet que je voulais avoir là, avec cette chanson-là. Oui, ben c'est comme je disais tantôt, c'était... c'est Maiden. C'est Maiden, Peace of Mind, qui à ce jour est mon album préféré de Maiden. Ouais. Oui, vraiment, c'est... Wow, quel album! Puis c'est drôle parce que mon cousin avait Somewhere in Time. Ouais. Puis j'ai écouté j'avais écouté Peace of Mind, j'étais comme c'est pas comme ce que j'avais entendu de mon cousin. Puis finalement, j'ai tellement écouté que non, j'aime vraiment mieux Peace of Mind que Somewhere in Time. Après ça, un coup qu'il y a eu un lecteur CD à la maison, le vrai premier album en CD que j'ai acheté, écoute, j'avais le choix entre Siamese Dream de Smashing Pumpkins et comment ça s'appelle? Le premier album de Beck, c'est Gold, quelque chose, Mellow Gold? Il me semble qu'il y a Gold dans le nom, là, si je me rappelle. Mais en tout cas, avec l'album avec Loser. Et puis, j'avais les deux, puis j'étais comme, lequel j'achète? Finalement, j'étais parti avec Siamese Dreams. La première fois, puis j'étais... j'aurais dû acheter Beck à la place. la première écoute était comme, mais il était sur repeat. Fait que quand l'album a recommencé, c'est le meilleur album de l'univers. Il fallait juste que je l'écoute une fois là, pour m'acclimater. Puis après ça, ben, wow! Puis je l'ai acheté en vinyle, ensuite une édition que j'ai dans le salon. Mais oui, c'est mes premiers médiums, donc cassettes et CD, c'était ça. Chanson qui parle d'hiver, mesdames et messieurs! Oui, vaguement, dans le fond, c'était un groupe de cover aux îles de la Madeleine, dans une aréna. Je pense que j'avais 6 ans. 6 ou 7 ans. Mais ce que je me rappelle beaucoup, c'est que c'était un spectacle, c'était dans une aréna, donc dans un amphithéâtre. Tout le monde était sur le même niveau, sur la patinoire dans le fond, et sur des chaises. En plus, c'était pas un spectacle debout, là. C'était assis. Donc, on était vraiment à la hauteur des subs. L'ambiance du bass drum, là. Le kick, là, tout. Ça m'a marqué, je pense, à vie. J'étais comme, ok, de la musique forte. C'est ça. Ça, c'est l'image que j'ai, là. Je trouvais ça magique, là. C'était comme, wow, c'est du son qui fait cet effet-là. Je capotais. Puis après ça, mais le premier spectacle de musique originale, je sais pas qu'est-ce que j'ai vu. Je te dirais... Je me demande si c'est pas Soldat Louis. Il était venu, même qu'il y a des membres du groupe qui avaient acheté des terrains
aux îles. Génial. Ils sont jamais revenus, là. Ils sont revenus après, mais pas pour habiter sur leur terrain. Et c'est drôle parce que des années après, tu sais, on a fait du Rhum des femmes. On les a rencontrés. On les a rencontrés souvent, là, la gang de Soldats Louis, après, parce que dans le fond, notre gérant, c'est lui qui les avait produits au Québec à l'époque. Ah, génial. Donc c'est comme ça qu'il avait connu, les îles de la Madeleine, à la base. Et puis, bon, il travaillait avec nous, puis là, il entend notre version du Rhum des femmes, fait qu'il part, puis il l'envoie directement au gérant de Soldats Louis, qui leur avait dit « Oh, j'ai eu autant de plaisir à écouter ça que la première fois que j'ai entendu Ah oui, la version, l'original. » Oui, fait que je pense que c'est vraiment ça. Le premier spectacle de musique originale, c'est Soldats Louis, à l'Arena de Fatima, aux îles de la Madeleine. Sur la plage en juillet, par chez nous, l'hiver il fait un frais dans. Je veux juste être sûr de pas dire de conneries. C'était au secondaire. J'ai commencé à jouer de la guitare. Ma première guitare, j'avais 15 ans quand je l'ai eu. Parce que j'ai fait des cours de piano quand j'étais jeune. Puis j'avais pas la discipline. J'aimais la musique, mais j'aimais pas la discipline qu'il fallait. Puis ça me faisait chier d'apprendre à lire la musique, donc j'ai jamais appris à lire la musique. J'ai toujours joué à l'oreille. J'avais une bonne oreille, donc j'étais comme, ça me tente. Je joue la chanson, puis je vais la rejouer. Il n'y a aucun problème. Là. J'ai pas besoin de la feuille. Là. Les feuilles étaient là pour le professeur, je les regardais même pas. Là. Mais, tu sais, j'avais comme pas trop aimé. C'était pas le genre de professeur que j'aimais, donc ça m'avait comme un peu rendu amer par rapport à la musique. Puis c'est à 15 ans que non, je veux une guitare. Puis là, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare là, avec ça. Puis, mais je devais avoir à peu près 16 ans, 16-17 ans, là, les premières compos. Là. Je pense que c'était une compo. De mon band ska punk. Mais ça remonte. Est-ce que c'était des bonnes chansons? Je ne crois pas. Merci la gang, c'était vraiment une super soirée, mon Dieu que ça fait du... Comme chanteur, oui. Dans le fond, on avait nos galas amateurs à l'école secondaire, où est-ce qu'à tous les 2 mois, mettons, on organisait un spectacle où les musiciens se mettaient, là, t'avais du monde qui voulait chanter des chansons, ils disaient « Ah, moi je veux telle chanson », puis là, on montait des groupes, puis dans le fond, écoute, j'avais fait une chanson de Ugly Kid Joe. Ah oui. Everything About You avec Luc. Et j'ai sorti une vidéo à un moment donné où est-ce qu'on joue une chanson d'harmonium. C'est horrible. L'éclairage était nul à chier, donc j'ai l'air d'un cadavre. Cette affaire-là, je suis tout mec, j'ai l'air d'un cadavre. Luc était plus jeune que moi dans le fond, mais il était un peu potelé quand il était jeune, avec une coupe champignon, qui joue sur la 12 cordes à mon père, justement. Et puis, on joue un musicien parmi tant... Non, ça... Ouais, c'est un musicien parmi tant d'autres, je pense qu'on joue, mais à une vitesse incroyable. Je pense qu'on était pressé de s'en aller, là. C'est comme, il y a aucune émotion dans la chanson, parce qu'on la joue tellement vite. C'est épouvantable. Puis j'ai trouvé ça, il y a quelqu'un qui a filmé, qui avait comme un caméoscope à l'époque, qui avait filmé. C'est tout croche. C'est drôle, mais j'adore ça, de retrouver ça. Là. Mais c'est ça, ça fait longtemps que je joue de la musique avec Luc. Là. Qui nous a déclaré la guerre. On en a fait beaucoup au Québec. Tourner, c'est plus avec Bodactan. J'ai eu des groupes avant. On faisait quelques spectacles, là, mais c'était jamais dans une optique là, de faire une vraie tournée. La vraie tournée, c'est avec Bodactan. On a mangé des kilomètres. Et puis, ben oui, la première tournée en France, toutes les tournées en Europe, je m'en souviens. On a vraiment eu des beaux moments. J'ai hâte qu'on en ait d'autres. On s'ennuie, là, c'est drôle. Présentement, on est chacun à nos affaires. Il a fallu se trouver du boulot parce que tout a arrêté. Donc la plupart des musiciens qui étaient uniquement musiciens dans le groupe, on s'est tous trouvé du boulot en attendant pour pallier. Donc on est vraiment dans d'autres horaires, d'autres
d'autres routines, je te dirais. Puis c'est drôle parce que là, on se voit, puis on est comme... On se parle au téléphone quelquefois, puis là, on est comme « Ah, c'est super! » Puis on veut s'appeler pour 30 secondes, puis finalement, ça dure comme 45 minutes, là. Mais, tu sais, j'ai hâte que ça revienne à la normale, puis que on retourne dans un camion pour une semaine, là, en Europe, là. Ça va être plaisant. Puis on a hâte d'aller voir nos amis aussi, là, je veux pas, là. Ok. Des festivals comme le Celtitoyac, à chaque fois qu'on arrive en France, au moins une fois dans la tournée, on va voir un groupe de gens, des bénévoles avec les t-shirts de Toyac. Là, c'est un classique. Là. J'ai hâte. Là. J'ai hâte de les revoir. Eh mon Dieu, ben allez écouter toute Bonactan. Il y a des heures et des heures à découvrir. Puis ben venez écouter. Je suis quand même curieux de voir comment les gens vont trouver mon EP, les nouvelles chansons que je propose. Et ouais, c'est différent. C'est différent de Bonactan. C'est un autre volet de ma personnalité. Puis c'est ça. J'apprécierais que les gens viennent faire un tour et commentent. Moi, j'aime ça avoir des petits « Hey, ça c'est de la merde » ou « Ça c'est super bon » ou « Ça, ok ». J'aime ça. Je suis curieux. Par un corsaire de 6 canons, lui qui en avait